rappelle tous que le logement, c'est un bien essentiel. Donc 15 millions de personnes qui sont impactées par le mal logement et dont 4 millions très gravement, voire qui n'ont pas de domicile. Il y a 20 ans, on était à 75 000 personnes sans domicile fixe. Il y a 10 ans, on était à 150 000 personnes sans domicile fixe. Aujourd'hui, on a 300 000 personnes. C'est à peu près l'évolution qu'on constate. Pour que les gens trouvent une place dans la société, il faut peut-être déjà qu'ils aient un logement et qu'à partir du moment où les gens sont dans leur logement, sont dans un logement digne, sécure, parce que c'est important aussi de se sentir bien chez soi, en sécurité. L'esprit du logement d'abord, pour nous, elle est là. Et on est très attentif et très vigilant à ce que l'innovation technique ne remplace pas réellement les questions qu'on doit se poser pour pouvoir répondre à ce grand sujet qu'est le mal logement. La précarité énergétique se mesure au point de rupture de l'équilibre des ménages les plus vulnérables, au point de basculement en tout cas, qui entraîne des arbitrages pour les personnes. Est-ce qu'on n'a pas oublié finalement que la précarité énergétique parle réellement de la pauvreté ou simplement de la pauvreté et qu'on n'a pas envie de le voir ? Alors, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, le SLIM, oui, de la ville de Besançon intervient lui aussi auprès des personnes en situation de précarité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ? Oui, alors c'est l'un des dispositifs de la ville. Alors, nous, on a des techniciennes et en fait, elles identifient des ménages et puis elles leur préconisent des gestes qui, au final, permettent de réduire la facture énergétique ou la facture d'eau. La base, c'est de travailler sur tout le département du Doubs avec des gens qui sont en difficulté de logement. Et ça recouvre beaucoup de réalités différentes. Voilà, depuis les gens qui sont en risque d'expulsion jusqu'aux personnes qu'il faut accompagner sur des questions techniques, des questions sociales, etc. Les derniers travaux qu'on a menés, par exemple, sur ces questions de précarité climatique, visaient à identifier les populations qui étaient justement les plus exposées. Et on s'est également rendu compte qu'il y a une population aussi que nous on a trouvé très intéressante dans nos travaux, c'est les étudiants. En tout cas, les quartiers dans lesquels ils se retrouvent sont particulièrement touchés par ce phénomène-là. Il y a surtout un aspect très important, c'est essayer de mailler, en fait, à travers les partenariats avec toutes les structures, c'est essayer de mailler les différents acteurs, justement parce que chacun a ses compétences, et essayer justement de les mettre en commun pour quelque part trouver justement, sans forcément parler d'innovation, mais trouver une façon de travailler ensemble et lutter contre la précarité énergétique justement pour le coup de manière plus efficace. L'habitat, pour nous, il est à penser au sens du logement, évidemment, mais de son accessibilité. Et c'est en fait des besoins qui sont universels, qui ne sont pas forcément propres aux personnes âgées, mais qui sont peut-être plus prégnants dans cette phase de la vie où il peut y avoir des incapacités, où on est peut-être plus isolé socialement du fait du passage à la retraite, etc. Deux projets, un projet qui est déjà sorti de terre, qui est à Pelouzet, où on a fait de l'habitat intergénérationnel. Et on a un projet qui est en train de sortir de terre, qui va être sur Besançon, 64 logements rue de Dole. Et donc là, on est en train de décrire le projet social. Disons qu'il faudrait qu'on trouve des solutions, parce que tout compte fait, là je parle de la personne en situation de handicap, il y a aussi le vieillissement de la population, et si les appartements ne sont pas adaptés, on a des risques d'accident du travail du personnel aidant. De nombreux financeurs peuvent être mobilisés et on peut apporter de véritables solutions avec des aides qui vont parfois jusqu'à 100% des coûts des travaux. L'habitat inclusif, en tout cas tel qu'il est défini par la loi, on est dans un mode d'habitat où des personnes âgées ou handicapées font le choix. C'est vraiment un choix qu'elles font de vivre ensemble. Et c'est vraiment un logement qui est libre d'accès. Elles payent leur loyer, que leur loyer. Et c'est le département, via l'aide à la vie partagée, qui paye le reste. La présence humaine, le projet social, etc., via cette nouvelle aide. L'idée, c'est de proposer des appartements. On n'est pas dans des EHPAD, ce ne sont pas des chambres, ce sont des appartements. On est autonome dans son appartement, mais on a une présence H24. Et on a mis en œuvre un dispositif intergénérationnel qui fait que si les jeunes donnent 10 heures de leur temps chaque mois, ils sont exonérés des charges. Donc au-delà de ce don d'heures, il y a une relation qui se crée et c'est de la vie dans l'établissement. On a 12% de notre parc
au sein de Neolia où nos logements sont adaptés pour seniors. En fait, Habitat Génération, c'est vraiment tout un ensemble de services qu'on essaye de faire au mieux pour adapter ces logements. Ça veut dire qu'il faut réinventer en permanence, pas simplement en fonction de la population et des changements de locataires, mais parce que les besoins varient. J'aime un jour, je n'aime plus un autre jour, et donc il faut pouvoir redonner de la curiosité sur ce vivre ensemble. Il y a vraiment un changement et un travail d'accompagnement à faire auprès des personnes pour qu'elles intègrent elles-mêmes le fait que, oui, il est sans doute possible d'accéder à un logement, c'est un droit, c'est un droit pour tous. Nous, on appuie aujourd'hui beaucoup sur l'accompagnement. On développe les mesures d'accompagnement vers et dans le logement, parce qu'aller vers le logement est une première étape, mais la deuxième étape et une étape importante, c'est dans le logement. C'est tout cet accompagnement et cet étayage dont vont avoir besoin les personnes, surtout les personnes qui ont un parcours de rue, par exemple, et avec lesquelles il va falloir déconstruire toutes les représentations et toutes les modalités de vie qu'ils ont pu avoir avant. On est la déclinaison vraiment le plus au bout du logement d'abord. Donc un chez soi d'abord. On est des appartements de coordination thérapeutique, donc à destination des personnes à la rue ou très mal logées et souffrant de pathologies psychiatriques sévères. L'idée, c'est de les mettre en logement directement. Il n'y a pas eu tout cette étape, ces différentes étapes, et les réinsérer dans leurs droits, dans la société, à partir de ce logement, avec un accompagnement pluridisciplinaire. Pour des gens qui sortent de prison, donc des gens fragiles, c'est une période avec beaucoup de risques, à la fois risque de reconduction, risque de récidive. Donc effectivement, nous on travaille sur cette période où on finance, avec l'aide de la Fondation Abbé Pierre d'ailleurs, les premières nuitées, les premiers repas. Deux missions, la mission d'hébergement des demandeurs d'asile, puisqu'on est le premier opérateur national en termes d'accueil des demandeurs d'asile. Nous pilotons aussi le logement accompagné. C'est un véritable maillage sur le territoire. Les résidences sociales répondent à des besoins, mais on n'est pas grand-chose sans tous les acteurs locaux que sont le CCAS, le conseil départemental et tous les acteurs de l'insertion, parce que c'est réellement ça. Le sujet, c'est l'insertion. Nous, on stabilise, on reconstruit, les personnes se reconstruisent dans le logement en vue de se réinsérer et d'aller vers le logement autonome qui est pour nous la finalité. Moi, je dis pour tous ces gens-là, pour les gens qui sont à la rue, parce que je ne fais pas de différence entre les SDF et les migrants, il faut de l'hébergement d'urgence, on a besoin de solidarité. Je crois que c'est la meilleure démonstration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui le CCAS seul ne peut rien faire. Et donc c'est faire avec. Je dirais, si on doit résumer l'action du CCAS, avec le tissu associatif, avec les structures, les opérateurs qui étaient présents aujourd'hui. J'ai trouvé que les échanges étaient très riches, très formateurs. C'est un forum de l'innovation sociale, donc c'est un échange de pratiques, une émulation, et c'est vrai qu'il faut se réinterroger et travailler à ces questions. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, l'an prochain pour l'Indissociable. Merci beaucoup. Donc c'est surtout de faire vivre des personnes en situation de handicap. Elles mettent en œuvre ce programme de solidarité intergénérationnelle. Juste un prolongement de ce qu'on fait depuis de longues années dans les quartiers de Planoise.